Bonjour à tous, nous sommes le 30 avril 2024. On reçoit aujourd'hui Céline Rouge, qui ne se cache pas derrière un pseudo et qui apparaît en pleine lumière. Euh, j'ai proposé à Céline de parler de sa biographie, pas dans le cadre d'attaques électromagnétiques, mais comme chacun l'aura compris, les attaques électromagnétiques sont la fin d'un processus de contrôle individuel et de contrôle social. Mais au début de ce contrôle social, il y a d'autres mécanismes en général qui interviennent. Et ces mécanismes, on en a déjà évoqué un qui revient systématiquement, c'est-à-dire la présence de la franc-maçonnerie comme élément fédérateur chez les harceleurs. Parce que nous avons là affaire, hélas, je l'ai déjà dit souvent à des amis maçons, à quelque chose que je réprouve fondamentalement, c'est-à-dire des sociétés secrètes et à serment. Bon, on me dit, oui, mais enfin, la franc-maçonnerie, c'est pas une mafia. Alors, ça me fait penser au sketch des inconnus. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon chasseur? Bon, et moi, je vois pas la différence, mais si vous la voyez, mais c'est un truc qui boucle, non? On n'est pas une mafia parce qu'on n'est pas une mafia. Bon, très bien. Malheureusement, ça revient beaucoup trop souvent que pour ne pas avoir un rôle, hélas, fédérateur dans le processus. Et donc, ce que je propose aujourd'hui à Céline, c'est de raconter sa vie de victimes de ce type de réseau, parce que je le répète, ce réseautage commence souvent là-bas. Les victimes ne sont pas choisies au hasard, elles appartiennent souvent déjà à un processus sectaire. Voilà, Céline, je fais une petite introduction un peu longue comme d'habitude, mais je te laisse la parole. Ok, ah bah, tu me dis si jamais vais trop loin dans certaines choses, tu me Tu ramènes. peux, tu peux C'est compter, pas tu peux évident. compter sur ma férule pour te... Oui, oui, je vois bien. Donc voilà, alors pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai déjà beaucoup parlé depuis 10 ans de ma vie au sein des Témoins de Jéhovah. Donc j'étais dans la secte des Témoins de Jéhovah où je suis née dedans, parce qu'en fait, comme Obélix, hein, ma mère, elle était enceinte et elle cherchait un côté éducationnel, elle était perdue en fait. Et moi, ma vie était un peu particulière parce que j'ai vécu seule avec ma mère jusqu'à 8 ans, puis elle s'est mariée avec un témoin de Jéhovah haut placé qui nous a fait déménager et donc couper en fait de toute notre famille. Et d'un autre côté, je devais aller chez mon père qui avait gagné le procès. Alors à l'époque, quand même, moi j'ai 44 ans, il faut dire que être fille-mère, c'était pas courant, hein. C'est pas comme maintenant les familles monoparentales, donc c'était beaucoup plus compliqué. Et comme lui était routier, en fait, j'allais chez lui 2 week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Et ma mère voulait absolument pas que j'aille vivre chez mon père, puisque là-bas, il y avait son ex-femme et puis, il y avait une autre fille de 7 ans plus grande que moi. Donc, c'était pas que chez mon père. Donc, en fait, pour situer, je suis la fille de la maîtresse de mon père. Donc, ma mère, c'était sa maîtresse. Donc, ils ont jamais vécu ensemble. Il avait divorcé pour venir habiter avec elle. Et puis, quand on lui a demandé d'être témoin de Jéhovah, bah, il n'a pas voulu. Et donc, il est retourné chez son ancienne femme. Donc, déjà, ma vie à moi était compliquée parce que j'avais 2 maisons, tout ça. Et je suis arrivée là-bas, je pense, vers 9 mois ou un an, puisque, il y a eu tout un procès pour que j'y aille. Et ce qui était particulier là-bas, c'est que chez mon père, vu qu'il était routier, bah, il n'était pas vraiment l'homme de la maison. Et on lui reprochait aussi tout le temps, en fait, d'avoir commis ce péché. Donc, il n'avait pas de couilles, comme on dit. Toute la famille dit que les hommes rouges n'ont pas de couilles, c'est plutôt les femmes qui les portent. Et donc, du coup, là, il y avait ma belle-mère et il y avait un homme particulier, c'est le frère de ma belle-mère qui était là. Et qui, lui, bah, de ce que j'ai recompris maintenant et avec les choses qui sont revenues, était dans la franc-maçonnerie. Et dans ce contexte-là, j'ai subi des violences sexuelles de la part de ma sœur. Et donc moi, vu que j'étais chez les témoins de Jéhovah et qu'il y avait le discours que bah, l'utilisation de notre sexe, en fait, parce que même la masturbation, tout ça, on vous parlait de zoophilie et pour vous dire que c'était pas bien. Donc il y avait beaucoup de... On vous apprenait plein de choses à 3 4 ans pour vous dire, ah bah c'est pas bien, faut pas le faire. Donc moi j'avais des images en tête de trucs, j'ai dit, oh, j'espère que je le ferai jamais, je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc on On est, était on est, un- oui, culpabilisés, quoi. on est un petit peu dans les vras avant l'heure, c'est-à-dire on C'est va ça, parler énormément de sexualité clairement. à des enfants qui ne sont pas prêts à l'entendre pour leur dire que c'est mal. Maintenant, on dit que c'est très bien, mais au C'est fond, ça ça. revient au même. Oui, exactement, tout à fait. Et donc, du coup, bah, moi, je subissais des violences sexuelles de ma sœur, mais voilà,
entre frères et sœurs, c'est encore plus complexe, je dirais, qu'avec des parents. Et puis, eux, ils étaient tout nus. C'était le jour et la nuit. Donc, je vivais avec ma mère qui était en plus extrémiste parce qu'elle était très perfectionniste et elle voulait vraiment plaire à Dieu. Alors, avant, elle fumait, elle sortait, elle avait plein d'hommes. Et puis, du jour au lendemain, elle arrêtait de fumer. Pour ça, chez les témoins de Jéhovah, c'est très bien. Ils ont une technique que les gens, ils arrêtent de fumer très facilement, mais pour tout le reste, c'est une catastrophe. Et donc, elle s'est vraiment rangée, en fait. Elle est devenue vraiment la petite, bonne petite témoin de Jéhovah. Et donc, on était dans un extrême où moi, toute petite, quand j'allais chez mon père, je devais même défendre, en fait, les témoins de Jéhovah, puisqu'ils disaient, oui, c'est une secte, c'est pas bien, machin. Et donc, moi, en fait, en parlant et en apprenant, en disant ce que j'avais appris, je m'enfonçais bien dedans. J'étais encore bien endoctrinée parce que je pensais que c'était moi, j'étais fière d'être fidèle. Et là-bas, j'avais beaucoup d'épreuves parce qu'ils m'obligeaient à faire des anniversaires alors qu'ils savaient que je ne pouvais pas. Voilà, donc c'était un contexte très, très malsain. Et donc, dans ce contexte, bien sûr, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. J'ai vécu un viol. Alors, je ne sais pas si c'était collectif, s'il y avait plusieurs personnes, mais moi, je me rappelle que d'un. Et c'était des choses qui me sont revenues pendant des séances thérapeutiques de massage. Et je précise que j'en ai pas parlé au thérapeute, donc c'est resté entre moi et moi. Et ça m'est revenu où il y avait comme dans un rituel où il y avait des hommes. Donc moi j'ai vu des pieds et j'ai vu des, une sorte de porte-clés en forme de pierre taillée en fait que je tenais dans la main et une latte qui était mise sur ma gorge. Et voilà. Et donc ça, il y a des choses que je me rappelle, mais c'est très très défragmenté quoi. Mais j'ai eu beaucoup de moments où je me rappelais plus de rien, même je me rappelais plus du tout de l'appartement où j'allais chez mon père. Et la seule chose que je me rappelais, c'est un placard fermé, un fœtus alors, je pense que c'était moi en fait, dans le placard et c'était ouvre pas la porte. Et une fois que j'ai commencé à ouvrir la porte, il y a plein de choses qui sont venues, mais de manière tellement déstructurée que c'était difficile même de savoir si ça m'appartenait ou pas. Et ça, Et à ce stade, désolé de t'interrompre vas-y, déjà, mais vas-y. euh, pour l'auditeur moyen, hein, on entend la mise en place de ce qu'on appelle des rituels sataniques, puisque c'est multiple, ce n'est pas le petit inceste entre guillemets de base. Il y a un côté rituelique, il y a un côté collectif, il y a un côté fusionnel, avec l'intervention des demi-sœurs qui participent au processus, certainement après en avoir été victime elles-mêmes. Et ce que tu décris également sont des barrières amnésiques, c'est-à-dire la souffrance est telle, le traumatisme est tel que l'esprit humain se fragmente et met dans une partie des choses qu'il ne peut pas supporter et fait une barrière. Donc c'est du rituel satanique et c'est la graine principale du contrôle MK Ultra ou du principe de contrôle mental, puisque une fois fragmenté, on peut utiliser cette partie méconnue de l'individu dans lequel il a été maître des choses qui sont insupportables. Et là, on a affaire à un ordinateur qu'on peut programmer et un cerveau se programme, les témoignages abondent. Je dis ça simplement pour familiariser un peu l'auditeur qui ne connaît pas tout ça, en expliquant que ce n'est pas fantasmatique, c'est malheureusement en plus quelque chose de assez commun. Voilà. Mhm. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 c'est ça. Et donc, du coup, ben, pour récupérer, en fait, moi, j'explique parce que bah, j'ai été faire porter plainte. Donc, il m'a fallu du temps. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça, c'est un truc aberrant, enfin, aberrant du point de vue humain et logique du point de vue franc-maçonnique, c'est qu'en fait, il y a prescription en France. Il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a plus de prescriptibilité. Mais en France, il y a une prescription de 30 ans à partir de la majorité si on a vécu des violences sexuelles mineures. Donc, moi, ça faisait 48 ans. Mais avec des conditions. C'est 30 ans si on porte plainte contre une personne. Si c'est un viol collectif, c'est 20 ans. Et si c'est un viol avec arme, c'est 10 ans. C'est Et je me dis, mais absurde, au plus totalement c'est grave, absurde. au plus c'est grave, Oui, au plus... Donc moi, j'étais obligée d'écrire, donc c'était un peu oui, une compliqué. petite pause aussi, Céline, là-dessus, hein, désolé. Mais Oui. on va s'arrêter là parce qu'une société se reconnaît à ces mécanismes aussi judiciaires. On voit bien que cette imbécilité que tu décris très bien, c'est une volonté délibérée de dissimuler le pire du pire. Donc, on veut bien condamner des individus isolés, mais des groupes d'individus armés, structurés,
on veut qu'il soit protégé. Il est Ouais. important que l'auditeur voit dans les faits légaux la main du diable. Mhm. Oui, c'est quelque chose qui est calculé, quoi. Voilà, et donc du coup, bah, je me suis dit que moi, j'ai voulu faire en fait la démarche d'aller porter plainte euh, pour moi, pour sortir de l'ombre, pour aussi, comme je travaille aussi dans l'accompagnement de l'abus, bah, aussi voir comment ça se passe, même si je connais très bien l'invasion franc-maçonnique au niveau du tribunal, donc je me fais pas trop d'idées. Mais voilà, je me suis dit pour moi et pour casser aussi le cycle au niveau de la famille, puisqu'on sait qu'il y a des choses transgénérationnelles, que ma mère n'a pas pu faire les choses, qu'elle est morte en double emprise avec un gourou et qu'elle n'a jamais été soignée par rapport à ça, parce que la secte des témoins de Jéhovah lui disait faut pardonner. Donc moi, j'apprends aux gens à pas pardonner parce que c'est donner une part de soi. Et donc non, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'auto-abus. Et c'est ça le côté de la bombe intérieure, c'est en fait tout est fait pour que quoi qu'on fasse pour essayer de sortir, en fait, tout est mis en œuvre pour que ça soit compliqué. C'est ça l'emprise, hein, c'est tu veux sortir de l'eau et on te pousse la tête dans l'eau. Donc voilà, donc je me dis, je vais quand même le faire. Et puis j'ai contacté un avocat qui me dit, oui, moi je suis pour le truc social. Puis je crois que c'est entre 5 et 10 000 euros. Je dis, mais c'est ce que je gagne par an. Comment tu veux que je le fasse? Bon, j'ai dit, ben, je vais me débrouiller toute seule. Et donc j'ai été, où j'ai pas fait de demande financière pour la simple raison que pour moi, il n'y a rien qui peut enfin, réparer. C'est pas moi, jamais je pourrais dire, même si j'ai 1 million d'euros, c'est bon, on est quitte. Jamais on sera quitte. Donc, par rapport à ça, je ne veux pas. Surtout qu'en France, il paraît qu'en plus, on gagne que 3 000 euros maxi, donc même pas les frais d'avocat. Donc, c'est vraiment ridicule. Donc, moi, je l'ai fait un peu plutôt de côté informatif. Et je me dis maintenant, je pense que j'aurais plutôt dû faire la plainte pour informer. Parce que ce que je vais expliquer, c'est que bah, j'ai revécu la torture en fait après dans leur processus. Donc, dans le processus de plainte, ben, on sait déjà qu'en temps normal, même pour un petit accident de voiture ou quoi, quand vous faites une plainte à la police, on vous demande, vous êtes sûr que vous voulez porter plainte? Parce que il y a toujours tout pour pas qu'ils le fassent. On se dit, ils sont feignants. En fait, non. Pour moi, il y a vraiment une procédure bien. Ils ont tous les mêmes Merci. questions, même Oui, en France, oui, en tout à fait. Belgique. C'est les Tout mêmes à questions, fait. le Tout à même fait. type. Donc, ils sont formatés pour ça. Et donc, le gars, bah, moi, j'étais à Grenoble. Alors, toi, tu m'as dit que Grenoble, c'était le fief un des fiefs de la franc-maçonnerie. Donc, moi, c'est quand même 1 000 kilomètres hein, pour aller jusque Grenoble. Et donc, bah, le gendarme, gentil, me dit, bah, écoute, on va plutôt t'envoyer à Lille pour aller voir les gendarmes pour être auditionné. Je dis, bah, pourtant, j'ai écrit 22 pages, donc je pensais que c'était suffisant. Bon, ok, je vais pour être auditionné. Et vraiment, là, maintenant, avec le recul, je me dis, mais oui, c'était clairement de la torture. Je rentre, heureusement, je n'étais pas toute seule, je rentre avec mon mari, et puis il ferme la porte à double tour, il nous met dans une petite pièce, sans eau, sans toilette, sans téléphone, bah, juste notre smartphone à nous. Et puis, le temps passe, un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et là, je commence à péter un câble, et je veux sortir, je ne peux pas sortir. On devait même changer le ticket de la voiture, impossible. Là, je me sens pas bien et bon, mon mari, lui, moi, je joue au Scrabble, je m'en fous. Mais moi, je me sens vraiment pas bien. Je vais dedans, j'ai aucun endroit où il y a marqué accueil, rien. Et donc, j'arrive à trouver quelqu'un quand même, je toque à une porte. Ils étaient là, tranquilles, à rien faire. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je sais pas, moi, j'ai un rendez-vous. En plus, c'est un rendez-vous qui a été pris il y a 3 mois à l'avance, il y a 1 heure et tout. Je viens de Belgique, donc c'est quand même 1 heure et demie de route. Enfin, oui, ils ont dit, il y a une folle qui est dans la gendarmerie, là, qui se stresse. J'ai dit, bah oui, en plus, je dois aller aux toilettes et tout, mais on fait comment? Ah oui, bon, alors, vous pouvez aller aux toilettes, puis on vous ramène là-bas. Et de nouveau, on nous dit rien. Bah là, en fait, j'aurais dû... Mais on pouvait même pas partir puisque c'était fermé à double clé. Je dis, mais attends, moi, je viens, j'ai besoin d'aide. Il y a plein d'affiches sur les Mhm. associations d'aide aux victimes. Et le moindre chose, il n'y a pas. Bon. Céline, une petite pause ici, hein, confirme ce que tu dis. Donc, on a parlé des lois qui sont faites pour les groupes pédosatanistes. On voit effectivement que, contrairement à ce que la majorité de la population pense, les flics ne sont pas là pour nous aider, mais ils sont là comme surveiller et punir, comme aurait dit Foucault. Je pense que il faudrait quand même, pour la population, grandir un petit peu par rapport aux organes de répression qui sont davantage des organes je dirais, mafieux que des organes de protection qu'accessoirement nous finançons quand même. Hein. Je tiens Ok. à le dire à nos amis flics parce que, voilà. Donc on voit bien que ce réseau est, bon, il est présent à Grenoble, mais il est également présent à Lille. Et ce que tu décris
bon, c'est ça. Mais puis, il y aura quand même le passage chez la psy qui est quand même assez étonnant aussi. Oui, tout à fait. Bah, alors, juste pour conclure ici avec les gendarmes, aussi ce que j'ai trouvé choquant, c'est de devoir tout recommencer à zéro parce qu'il n'avait pas lu le dossier. Ils m'ont posé des questions très insidieuses qui étaient l'inverse de ce que j'avais écrit. Donc là, bah, comme je suis spécialisée dans la manipulation mentale, ça va, je peux le faire. Mais après, émotionnellement, pendant 2, 3 semaines, je suis pas bien du tout. Et ils étaient deux. Et donc, pourquoi à chaque fois, oui, mais il y a un stagiaire qui dit rien et Hmm. tout. Et ça aussi, je me dis, mais c'est quand même déjà, c'est des hommes. C'est malsain. Et donc voilà, je me dis la prochaine. Il n'y avait pas d'eau non plus, donc pendant 3 heures, ça a duré 2, 3 heures, j'ai pas pu boire, j'ai presque dû, excusez-moi, mais je dois vraiment aller aux toilettes, je suis pas bien. Donc ils ont été corrects hein, quand même au niveau des questions, mais il y Ça, avait quand même, et alors je peux pas être accompagnée aussi, donc ça aussi, voilà, moi je dis maintenant si je suis seule, j'y vais plus, je vais mhm. imposer un peu cette chose-là si je continue. Et donc suite à ça, le gendarme me dit de Grenoble, maintenant je vais vous envoyer voir une psychiatre pour... il m'a même pas expliqué vraiment pourquoi, je fais un peu des recherches et c'est pour vérifier que je suis crédible. Alors, les gens autour de moi me disent oui, c'est normal, c'est la procédure. Alors, il faut savoir que ce qu'on pense normal, c'est ce qu'on a toujours vécu. Mais en fait, c'est pas normal que une personne qui vient déjà et que c'est déjà énorme comme démarche est encore cassée, humiliée, maltraitée. Enfin, non, c'est pas normal. Moi, en tant que thérapeute, je vois bien que c'est pas normal. Et donc, voilà, je fais des petites recherches. D'abord, je croyais que c'était un homme psychiatre, j'étais pas à l'aise. Puis, je vois que c'est une femme. Je me dis, ah, bah, c'est déjà quand même mieux. Et puis, je fais des recherches et je vois qu'elle a créé une association pour aider les victimes. Et il y a des ostéopathes, des gens qui font de la thérapie, donc c'est de la thérapie par le corps. Donc, je vois tout ça, je me dis, ah, bah, c'est bien, c'est quelqu'un qui est assez ouverte par rapport à ce que moi je fais aussi. Donc, j'étais un peu plus confiante. Après, j'avais oublié de te dire aussi que elle, son credo, c'est d'aider à l'insertion des pédophiles. Donc je me dis, ouais, bah, d'un côté, du coup, elle est dans quel clan? Moi, je suis pas contre hein, de guérir, que les gens guérissent. Parce qu'en tant que thérapeute, je prends toutes les personnes qui viennent, il y a pas de, il y a une neutralité qui est là. C'est la personne qui veut travailler sur elle, quoi qu'elle ait fait, on l'aide à travailler sur elle, mais pas à échapper aux conséquences de ses actes. Donc ça fait partie de la thérapie aussi, de vivre les conséquences de tes actes. Et puis j'arrive là, et bah de nouveau, figure-toi, 3 quarts d'heure d'attente. Et je pense maintenant à réfléchir qu'il devait y avoir une caméra. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi, j'ai une maladie où souvent des larmes à gauche, je ne peux pas rester longtemps dans la même position, tout ça. Ils le savent, c'est marqué dans le dossier. Je venais de nouveau de Belgique, donc il y avait quand même aussi tout le trajet, plus le stress, tout ça. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Alors, déjà, quand j'ai appuyé sur l'interphone, il n'y a pas eu une voix, juste une ouverture. Je rentre, il n'y a rien marqué. Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Logiquement, oui. Je vois juste une petite carte de visite de elle. Ah, je dis oui, donc quand même, c'est bon. Donc, je n'entends pas sa voix, rien. J'entends personne. Et je vois une personne sortir, je me dis, ah, ben, peut-être que je vais peut-être lui demander. Bon, il est au courant de rien. Et puis, au bout de 3 quarts d'heure, j'en peux plus. Je dis, bah, je prends mes affaires, je me casse. Et juste là, elle ouvre la porte. Et je me dis, ouais, maintenant, à mon avis, il devait y avoir une caméra, c'est pas Oui, possible. absolument. Il y a quelque chose. Dès que Mhm. j'arrive, elle me dit, Madame, on va vérifier s'il n'y a pas de souvenirs induits. Ouais. Direct, mais de Oh, manière très sèche. Pas c'est ça. bonjour, rien. Je t'arrête là directement. J'invite les spectateurs à aller vérifier ce qu'on appelle la False Memory Syndrome Foundation, c'est-à-dire la fondation des faux souvenirs qui a été faite dans les années 90 aux États-Unis par un drôle de couple, la famille Fry, dont la fille s'est plaint après d'avoir été incestuée par le père, qui était un mathématicien brillant d'ailleurs. Et cette fondation a été mise sur pied avec des gens comme Elisabeth Loftus, qui est une personnalité pour le moins, on va dire, singulière, comme dirait Michel Onfray, Martin Horn, qui était un pédocriminel bien connu, psychiatre également, et travaillant pour la CIA, et tous les autres étaient dans le même registre. Parce que dans les années 90, il y a eu cette fameuse satanic panic, c'est-à-dire que les satanistes ont dit maintenant ça commence à se savoir un peu trop, donc on va allumer un contre-feu. Et ce contre-feu, ce sont les fameux souvenirs induits par les thérapeutes. Donc ça remonte à près de 30 ans. Donc que cette dame aujourd'hui fasse semblant que c'est encore d'actualité est déjà en soi particulièrement Mhm. inquiétant. Mais je te laisse Mhm. continuer. Ouais.
Donc, je suis en fait super mal reçue. Je pense que j'étais pas loin de me dire on va me mettre les menottes tellement la manière dont on m'a traitée. Et puis, bah, directement, quand elle me dit ça, elle me dit oui, voilà, si vous posez votre téléphone, je dis excusez-moi, mon mari, il attend, ça fait longtemps qu'il y a du retard, donc c'est normal que je lui dise que je viens de rentrer. Donc, j'envoie un SMS, je mets mon téléphone à côté. D'ailleurs, son téléphone était devant moi, donc je pense qu'elle a dû aussi enregistrer. J'aurais dû le faire aussi, mais voilà, je suis pas dans ça. Là, j'étais fort au niveau émotionnel en mal-être dès que j'ai vu ça. Et je m'assois et je dis, mais votre manière de faire, j'ai l'impression d'être violée à chaque fois. Elle a dit avec OK et elle a commencé à écrire. Madame dit que à chaque fois qu'elle est convoquée chez nous, elle a l'impression d'être violée. Je savais même pas qu'elle allait écrire un truc ni rien. Donc c'est hyper violent en fait. Donc voilà, moi je m'étais dit bah c'est une personne Mhm. qui va m'écouter. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle me dit ça, elle me dit Madame, vous coûtez cher à la France. Vous savez que ce genre de procédure coûte cher. Et j'avais envie de dire sarcastiquement, ouais, je suis en Belgique. Ah, Mais bon, oui, voilà. Donc j'ai dit, bah ouais, non, je ne savais pas, mais bon, bah désolé, hein, c'est pas mon problème. Et puis, euh, et puis après, ben voilà, bon, elle m'a posé beaucoup de questions. En fait, elle me faisait partir d'un côté à l'autre. Et souvent, elle m'a dit, oui, mais si c'est trop dur pour vous, on peut arrêter tout de suite, hein. C'est vous qui décidez. Trois, quatre fois, elle a fait ça. J'ai dit, bah non, en fait, j'ai fait 2 heures de route, je suis là, maintenant, on y va, quoi. Donc, j'ai pas été traitée comme une personne pour voir si ce que je non, disais était vrai. J'ai c'est été c'est maltraitée ça. C'est et ça. Oui, jugée. on voit la cascade, hein. Les lois faites pour protéger les pédos, et surtout les pédos en gros, les flics qui sont dans le système, hein, qui mettent des affiches, il faut protéger les enfants, mais quand les victimes viennent témoigner, on les maltraite, donc on voit Ouais. bien l'inversion accusatoire. Chez cette psy qui est évidemment dans le système, c'est la même chose. On voit, bon, je serais programmeuse MK Ultra, que ça ne me surprendrait guère. Ce serait intéressant de savoir si elle-même vient d'une famille pédosataniste, Mm, parce qu'on parlera de l'aspect transgénérationnel ensuite. Mais je veux que l'auditeur comprenne la logique terrible qu'il y a derrière tout ce que tu viens de décrire. mm. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion que j'ai eue avec elle, d'ailleurs, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie et tout que à la fin. Donc, en fait, elle a tout inversé, parce qu'en général, on met les gens à l'aise et donc, voilà, elle m'a déstabilisée. Et elle m'a plusieurs fois demandé, est-ce que vous voulez porter plainte contre votre père qui est décédé, hein? Est-ce que vous voulez porter plainte contre votre sœur? Or, j'avais bien mis dedans, je ne porte pas plainte contre ma sœur parce qu'elle-même est victime. Bon, elle a quand même bientôt 50 ans, donc maintenant elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Bon, moi j'ai dû aussi apprendre à sortir du syndrome du sauveur, de me dire, bah voilà, mes sœurs, bah Mhm. tant pis, c'est sa vie et je peux rien y faire. Mais donc, elle m'a poussée en fait à faire quelque chose de différent. C'est pas comme ça qu'on vérifie si il y a des souvenirs induits. Et jamais elle m'a demandé, alors que les gendarmes l'avaient fait, mes souvenirs comment ils revenaient. Jamais elle m'a demandé quel thérapeute j'ai été voir, quels souvenirs j'avais. Donc, il n'y a même pas eu un travail sur bah, l'explication de c'est quoi un souvenir, c'est quoi quelque chose qui pourrait être. Non, rien. Donc, en fait, pour elle, d'office, ces souvenirs étaient d'office induits. Et c'est vrai que moi, j'étais pas préparée à ça puisque c'est pas quelque chose qui, dans ma pratique, enfin, moi, je me pose même pas la question par rapport à ça. Les personnes qui viennent me voir, on travaille directement sur leurs émotions et ce qui est juste pour eux. Donc voilà. Et alors, à un moment donné, ce qui était incroyable, c'est que pour te dire la manière de déstabiliser les gens, c'est qu'elle m'a dit, oui, elle m'avait même dit que le dossier qu'elle avait lu, elle comprenait absolument rien. Il faut savoir que mon mari est quand même, c'est lui qui l'a corrigé et pour le restructurer, parce qu'effectivement, j'ai des problèmes de structuration dans mes écrits. Il a quand même écrit 3 livres. Bon, voilà, je pense que si lui, il sait lire, alors oui, il y a peut-être des choses qui sont un peu, mais il pouvait poser des questions. Donc déjà, vraiment, les 2, 3 premières minutes, ça a été vraiment catastrophique. Donc j'ai été complètement déstabilisée. Et après, bah, forcément, c'était un peu à bâton rompu comme ça. Et à un moment donné, elle me dit, c'est quoi votre numéro de compte? Bah, moi, je suis française et belge. Donc, je suis toujours sur deux pays, je suis dans 2 familles, tu vois. Donc, je lui dis, ben, j'en sais rien. Alors, je prends mon téléphone pour regarder. Non, je vous ai demandé votre banque. Bah, j'en ai plusieurs. J'ai dit, j'ai un compte pro. Et en fait, voilà, elle est passée d'un truc à l'autre comme ça pour sûrement voir comment tu sais en psychiatrie, comment tu réagis avec tes yeux, machin et tout. Mais bon, moi, après ça, j'ai dû aller voir d'urgence des thérapeutes. J'ai fait je suis tombée dans les pommes, j'ai fait des syncopes, j'étais en énergie tellement basse que j'ai pas pu travailler pendant. Donc, c'était vraiment de la torture, en Tout à fait. fait. Céline, est-ce qu'on peut, peut-être pour
Oui, oui. l'obligation, je dirais, de structure du temps. On pourrait continuer, c'est malheureusement aussi intéressant que terrifiant, mais est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur l'aspect transgénérationnel, parce qu'évidemment, on peut toujours prendre telle ou telle personne en disant que c'est le coupable, mais chaque fois on remonte, et on en a parlé off tout à l'heure, ça remonte quand même des deux côtés, Mm. et parfois à plusieurs générations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as raconté tout à l'heure, de souvenirs, on va dire, transgénérationnels, qui me paraissent très intéressants, même si ça ne correspond pas au côté cartésien, blablabla, bla, 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 que Oui. j'entends systématiquement de la part des gens qui, parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose, estiment que ça n'existe pas. Donc, si tu peux nous raconter ça. Oui. Ouais. Bah, on pourrait dire que les émotions n'existent pas non plus parce qu'on ne les voit pas. Sûr. Bon, on peut dire, hein. Oui, mais moi, il faut savoir que je travaille en constellation familiale et systémique, donc dans le quantique aussi. Je forme aussi les personnes là-dedans, donc je suis beaucoup dans cet univers et aussi dans l'univers du massage. Enfin, ça a été très, très compliqué pour me faire masser. Et maintenant, quand on fait des massages, bah, mon corps, en fait, on décode des choses et il y a des choses qui viennent. Et donc, je sais faire la part des choses maintenant entre des choses que je ressens du transgénérationnel, que je vois aussi en constellation avec d'autres constellateurs et des choses de ma famille. Et donc, bah, pour situer le contexte, ma mère, elle a été violée par son beau-père, elle n'a jamais été crue. Chez les témoins de Jéhovah, on lui a dit, il faut pardonner, il ne faut pas faire de procès. Donc, elle a eu un abus qu'elle n'a jamais guéri et qu'elle m'en a parlé très, très tard. Mais elle ressentait hein, les abuseurs. Et mon père, lui, il a été enlevé de sa famille. Donc, ils étaient 10 enfants. Il a été placé dans un home très jeune. Et je pense qu'il a dû aussi être abusé. Et la personne qui m'a violée, elle, bah, ce que j'avais travaillé aussi en transgénérationnel, bah, forcément, elle aussi, elle a été abusée par son père. Donc, il y a de la répétition derrière. Et puis, dans le transgénérationnel, on a vu, j'avais un de mes ancêtres qui avait brûlé ses enfants, donné des sacrifices ses enfants en les brûlant. Et j'ai une fois vu, en tout cas, des enfants dans des cages qui appelaient à l'aide. Et ça, moi, directement, quand on a travaillé ça, j'ai dit ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu. Ou mon mari me dit peut-être que oui, mais c'est trop fort, mais je pense pas. Et voilà. Et en tout cas, en travaillant sur le transgénérationnel et en mettant des protections énergétiques, bah, il y a beaucoup de choses qui se sont nettoyées. Et alors, on a aussi, bah, il y en a qui parlent de harcèlement. Moi, j'aime bien parler aussi de vibration. Je pense qu'il y a les deux hein, qui existent. Il y a des harcèlements qui sont organisés. Et puis, il y a aussi des fois où tu es appelé dans des lieux qui ont la même histoire, qui sont aussi là pour te dire qu'il y a quelque chose. Donc, moi, quelque part, je me dis que bah, tout ce que je vis, c'est aussi de la révélation par rapport à ce nettoyage. Et au plus je fais des nettoyages, au mieux ma santé va. Bon, il faut savoir que moi, normalement, je devrais être en fauteuil roulant. Même si j'ai des gros problèmes de santé, bah, avec tout ce que je fais naturellement, j'arrive quand même un petit peu à travailler à ces choses-là. Donc, le nettoyage transgénérationnel, chez moi, m'apporte beaucoup, mais je sens qu'il y a encore beaucoup parce que là, on a travaillé sur le côté de ma mère. Et là, c'est ce que j'ai vécu, c'est du côté de mon père. Et donc, je pense que du côté de mon père, tu as parlé dernièrement dans une vidéo que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps sur les enfants qu'on sacrifié le premier. Et moi, j'ai des gros problèmes de sacrum. Voilà, on devrait m'opérer, bon, j'attends. Mais je me dis que ce sacrifice chez nous, il est très fort. Et pour te dire, au niveau transgénérationnel, ma première fille a le prénom de la prophétesse euh, Anna, qui a donné Samuel, son premier fils, à Dieu. Et donc, je me dis, là, Mhm. il y a vraiment un truc, et elle souffre énormément hein, dans sa Oui. santé. Et je me dis, là, et d'ailleurs, c'est pour elle, grâce à elle, entre guillemets, qu'on est sorti des témoins de Jéhovah, parce qu'il y avait des pédophiles qui voulaient vraiment la voir. Et il y en a un qui a réussi à la voir pendant 1 heure ou 2 seul. Et c'est là que moi, je suis sortie, j'ai dit, vraiment, je sacrifie pas mes enfants aux témoins de Jéhovah. Ça, c'est hors de question. Et je ne savais pas que c'était une secte. Je pensais que c'était la vérité et je Mhm. suis sortie pour mes enfants. Donc, il y a vraiment des cycles, des répétitions et des choses, mais je n'ai pas encore toutes les clés parce que je travaille encore là-dessus par rapport à ça. Et Est-ce que normalement, c'est jusque c'est huit ça? générations. Hein, donc, Est-ce que bon, on entend là un processus intégratif, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans les personnalités fragmentées consécutivement des rituels sataniques, il y a plusieurs personnalités et des systèmes de personnalités avec la personnalité front, celle que toi et moi nous voyons, mais derrière, il y en a d'autres qui ne sont pas connues les unes des autres, ou parfois partiellement. Mais ce qu'on entend chez toi, c'est ce qui me semble, c'est un processus de réintégration progressive, mais tu m'as dit qu'ils avaient mis, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a vraiment au-delà de ce qui t'est arrivé en termes de rituel satanique,
un véritable processus de programmation mentale. Parce que quand tu me dis que tu évoques des souvenirs anciens, c'était même un processus de réintégration, ben, tu as des malaises. Est-ce que tu peux un peu décrire tout ça? Ouais, alors au début, je sentais une main qui était comme ça. Mon père était décédé, donc je me dis, voilà, est-ce que c'est ça ou je sais pas. C'est moins fort maintenant. Et alors derrière, dans le cervelet, là, ici derrière, dès que je me disais, je vais travailler là-dessus, j'allais tomber dans les pommes. Et donc, il m'a fallu vraiment réussir à passer au-dessus de ça. Donc, on a remonter mon énergie vitale, parce que dans mes reins, j'avais beaucoup, beaucoup de soucis pour pouvoir arriver à ça. Mais c'est vraiment comme si j'ai dû casser quelque chose, de dire, bah, même si j'irais, je veux savoir. Et à chaque fois que je travaillais avec certains thérapeutes qui eux-mêmes ont été abusés ou qui étaient aussi abuseurs, quand je disais je veux savoir, il y avait toujours non, non, non. Et donc, je suis sortie de ce système-là et j'ai été chez des personnes en qui j'ai confiance et qui ont respecté, en fait, et ma volonté de savoir pour me libérer. Et donc, même dans ma famille, il y avait des peurs. Oui, mais si tu sais, qu'est-ce que ça va changer? J'ai dit, ben, en fait, moi, là, je sens que c'est un chemin que je dois faire. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui est très dangereux parce que plusieurs fois, par exemple, quand j'étais adolescente, des fois, je tenais ma tête très fort parce que je pensais que j'allais devenir dingue, en fait. Donc, mon beau-père était manipulateur, il y avait beaucoup d'incohérences. Et dès qu'il y avait trop d'incohérences, ben, bon, il faut savoir que j'ai quand même, la mère de mon père a été mise en psychiatrie parce qu'elle a été violentée par son mari alcoolique, hein. C'est elle qui a été en psychiatrie, hein. Enfin, tu vois toujours le truc, hein. Oui, tout à Et fait. d'ailleurs, la psychiatre m'avait demandé, est-ce que vous avez déjà été en psychiatrie? Est-ce que Ah, oui, quelqu'un oui. dans votre famille a été en psychiatrie? Et j'ai toujours refusé ça, mais j'ai eu... euh, Je t'interromps de nouveau, mais c'est le même schéma qui est appliqué aux victimes d'attaques électromagnétiques et de harcèlement réseau, hein. On voit cette volonté de déconsidérer la personne, de la mettre en psychiatrisation, mais de manière stigmatisante, pas pour soigner la personne, pour la stigmatiser définitivement. Mais tu m'as dit aussi que dans ton processus de réintégration, il y a des moments où tu étais à faune. Oui, oui, oui. Depuis enfant, en fait, j'ai eu un ou deux mois, des fois même en plein été, hein, par an, où je ne savais plus parler. Et ça, on a réussi. Alors, bah, dernièrement, là, je suis tombée malade dans la gorge. Et en fait, dès que je me dis, je vais parler, je dois avoir un psychologue pour vraiment travailler ce chakra de la gorge qui doit dire des choses. Alors, les choses basiques, je sais, mais émotionnellement, tu vois vraiment exprimer ce que je ressens émotionnellement, eh ben, j'ai une angine, j'ai le Covid, j'ai machin. Donc, il y a vraiment je pense que c'est une autoprogrammation. Alors, moi, je me dis, est-ce que je suis maso? Est-ce que... Mais oui, s'il y a une blessure d'humiliation, forcément, il y a un côté maso parce que j'ai toujours tendance à dépasser mes limites et à accepter d'être torturée. Et là, je me suis dit, tu vois, avec ce qu'on a parlé, je me dis, mais en fait, c'est à moi de dire, bah, stop, en fait, je veux plus. Donc, la prochaine fois, moi, un quart d'heure de retard, je me casse, quoi. C'est top. Moi, je n'ai pas de retard avec les gens. Donc, je veux bien 5 10 minutes, averti, mais plus, c'est non. Et voilà. Et donc, je commence à intégrer aussi cette résistance à la souffrance. Surtout que ma maladie, c'est une maladie où tu nais avec des douleurs chroniques. Donc, quand le médecin te dit, est-ce que vous avez mal? Bah, oui et non, en fait. Et on n'est même pas compris par le corps médical. Parce que quand moi je leur dis j'ai mal, ça veut dire c'est déjà très loin. Et eux, ils attendent encore. Et donc, on est à des problèmes comme ça. Donc, ouais, c'est... Voilà. Je pense qu'un peu ici, schéma qu'on propose. On va se regarder encore 5 10 minutes pour donner ce que tu penses devoir ajouter. Il y a quand même une grosse dose d'espoir là-dedans, puisqu'on voit qu'en dépit de tes problèmes physiques, on va dire qui sont ce qu'ils sont, et des problèmes transgénérationnels qu'on a évoqués, j'ai quand même en face de moi quelqu'un qui rit, qui est capable d'analyser les choses, qui est capable d'avoir du plaisir à vivre. Ça doit donner quand même à toutes les victimes, quelle que soit leur situation, et Dieu sait s'il y en a qui sont absolument épouvantables, motif d'espoir. Ouais. Oui, en fait, bon, il y a des hauts et des bas, c'est clair, mais il y a moyen de s'en sortir. Et en fait, je pense que ça soit avec les pervers narcissiques ou avec les sectes, je crois que la meilleure des vengeances qui soit, en fait, c'est d'être bien. Mais maintenant, c'est vrai que c'est pas. Il faut être accompagné. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, on peut faire soi-même.
je suis désolée, mais on a besoin de repères et de gens qui ont des couilles, hein. Parce que je peux te dire que j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont même pas voulu faire des papiers pour dire qu'ils m'avaient suivi, hein, qui ont peur. Et je pense que voilà, le contraire de la peur, c'est l'amour. Si on reste dans la peur, on va jamais réussir à s'en sortir. Et donc, oui, ça, c'est pas facile. Oui, il y a des. Tu sais, moi, je dis toujours aux personnes, quand tu sors d'une emprise, tu vas avoir des retours. C'est normal, parce que l'autre n'est pas content. Il faut lâcher là-dessus. Et puis, après, toi, il faut continuer à tenir et comme ça, on peut s'en sortir. Mais c'est vrai que, comme je disais dans le dossier que j'ai écrit, des fois, j'ai l'impression d'être dans une série télévisée et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir été victime de deux sectes et du vaccin, vaccin tétanos, hein, vraiment, pas, même pas vaccin Covid ni rien. Donc, des fois, je me dis moi-même, non, attends, c'est trop gros, quoi. Et donc, d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit, bah oui, non, ce que tu dis, ça a du sens et c'est cohérent, c'est important. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ces couilles-là et je pense qu'il faut, plus il y en a qui se révéleront et au plus on pourra continuer à... Voilà, moi j'aime bien aider les personnes qui sont dans cette transition de vie, tu vois, qui passent des boîtes où ils sont malheureux à créer eux-mêmes leur accompagnement vers les personnes avec plein de multiples qui soient, parce que c'est plus ce côté de la guérison, en fait, pour moi qui est le chemin, parce que contrer une secte, vouloir faire... Je vois des gens qui se mettent dans la politique. Moi, j'y crois pas. J'ai dit, écoute, une petite bombe comme ça dans un gros machin, fais le truc à côté. Je pense que si on crée à côté autre chose, c'est beaucoup plus facile parce que tu commences déjà avec des choses positives. Et pour moi, être contre quelque chose, c'est encore lui donner du pouvoir, de la valeur. Donc, c'est plutôt, bah, voilà, faites votre vie. Le monde, il va pas changer comme ça, mais nous, on peut offrir. Tu sais, je disais toujours avec le témoin de Jéhovah, il y a le Titanic qui est en train de couler. Nous, on fait des canots de sauvetage. C'est tout. On ne peut pas faire plus. Et on peut dire aux personnes, après, va vers ton autonomie, sors de tous ces dogmes et ton esprit critique, et sois dans l'amour pour toi. Je pense que c'est vraiment réapprendre à s'aimer et rencontrer des personnes. Et je ne pense pas qu'on peut guérir avec les outils qui t'ont fait du mal. Même si les outils comme la PNL, il ne faut pas non plus les rejeter parce qu'à la base, sont des bons outils, mais qui ne sont pas complets et donc qui manipulent. Donc, les comprendre, ces outils, hein, pour les réutiliser à bon escient. Mais voilà, je pense que créer quelque chose de nouveau, de différent, c'est possible. En tout cas, moi, je suis très heureuse, en tout cas, d'avoir évité à mes enfants ce sacrifice-là, même s'il y en a qui n'ont quand même pas tout pu éviter, mais voilà, de pouvoir éviter le pire. Et puis après, c'est un combat un peu quotidien, hein. Je t'avoue qu'il y a des fois où je suis aussi dans le côté Calimero, j'en ai marre. Mais voilà, ça remonte, ça redescend. Et en tout cas, ça va beaucoup mieux qu'avant déjà. Et donc voilà, en tout cas, merci à toi pour cette possibilité d'échange. Merci à toi aussi. Bon, ben, en résumé, témoignez tous. Il faut parler et il faut chercher des solidarités. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à un certain nombre de victimes d'attaques électromagnétiques qui ont malheureusement cette fâcheuse tendance à se plaindre, ce qu'on peut comprendre, mais à rester dans la plainte, la complainte et parfois même une certaine, je dirais, complaisance à l'égard de leur bourreau. Mm, mm, On va appeler un chat un chat. Et peu de mécanismes tactiques, techniques pour essayer de s'en sortir avec l'aide des autres. Mais c'est les ça. autres ne donneront qu'à mesure qu'on leur donne eux-mêmes et qu'on peut échanger. Ce que tu viens de faire, je t'en remercie. C'est vraiment un message que j'adresse aux victimes. S'il vous plaît, témoignez. C'est vraiment indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Il faut continuer le travail sur soi-même et de préférence en groupe avec des gens à qui on peut faire confiance. Mm, Ce qui n'est pas facile parce qu'à l'intérieur même des personnes que j'ai fait témoigner, par exemple, il y en a qui sont, on peut dire, des infiltrés, ou en tout cas des gens qui les jours pairs travaillent pour s'en sortir et sortir le groupe, et les jours impairs, mm, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, travaillent pour le camp d'en face. Ils se reconnaîtront. En mm. tout cas, Céline, ça fait partie des mises en ordre pour lesquelles je te remercie. Et je suis très admiratif du travail que tu as pu faire, toi et ton mari, bien entendu, et pour ta famille. Et voilà, ça me fait plaisir à moi.
Et je te remercie encore une fois. Merci à toi. Bonne journée. Merci, toi aussi.